rejoint Sébastien Nemeth à Nairobi pour un reportage écolifier éco d'ailleurs. Au bord d'une route dans le quartier de Westland, Lucy Wanjiru prépare les plats pour ses clients assis sur des bancs. Elle tient un des nombreux restaurants informels de Nairobi, un travail dont elle n'avait jamais rêvé. Jeune, je voulais devenir avocate, mais je n'ai jamais réussi. Je viens d'une famille très pauvre. Souvent, on se couchait en ayant faim. Quand on est enfant, ce sont toujours les garçons qui sont avantagés. Les parents se concentrent sur eux parce qu'ils savent que plus tard, ce sont eux qui gagneront de l'argent. Les filles, on va chercher à les marier. Quand on est une femme, c'est dur de trouver un vrai travail. Il faut s'occuper des enfants à la maison. Donc la seule solution, c'est que le mari obtienne un vrai travail. Il nous apporte à manger, paye le loyer, et la vie continue comme ça. Les hommes ont toujours un avantage. À Nairobi, l'écrasante majorité des Kenyans travaillant dans ces restaurants sont des femmes. Étant dans l'informel, il n'y a pas de protection sociale. Les jours de maladie ou pour s'occuper des enfants sont synonymes de perte financière. Annie Réry, directrice de l'organisation de défense des femmes FIDA, décrit un système inégalitaire perpétué tout au long de la vie. Dans certaines communautés, les filles et les garçons ne reçoivent pas le même type d'éducation. L'éducation des garçons va être la priorité et les filles souhaitant étudier vont rencontrer des obstacles comme les violences sexuelles, les mariages précoces qui interrompent leur éducation. Ensuite, les filles grandissent en dehors du cadre scolaire. Ça veut dire qu'elles ne terminent pas leur formation. Le Kenya se base de plus en plus sur l'obtention de diplômes. Donc, dès le départ, les filles ont un handicap si elles n'obtiennent pas de certificat. Ces inégalités ont des conséquences sur l'accès aux opportunités qui est en partie dictée par le niveau d'éducation. Ensuite, il y a l'égalité des salaires. Les hommes sont payés plus à travail égal. Là où la pauvreté a bloqué l'accès à l'éducation, il faudrait avoir une éducation à un coût abordable pour que filles et garçons finissent leur cursus et que les familles ne donnent plus la priorité aux garçons simplement à cause de la pauvreté. Au Kenya, plus on monte dans la hiérarchie, plus les inégalités sont criantes. Seuls 13% des sociétés appartiennent à des femmes et 18% des dirigeants sont des femmes selon le Global Gender Gap Index du Forum économique mondial. L'organisation Women on Boards Network milite pour la diversité au sein des conseils d'administration, composés de seulement 20% de femmes en moyenne au Kenya. La fondatrice de l'ONG et avocate Catherine Moussakali. When do people they are going to relax when they have finished? Traditionally, the woman will not do that because Traditionnellement, après le travail, les gens sortent pour se détendre. Les femmes le font moins car elles doivent rentrer à la maison, faire les tâches ménagères. À cause de cela, elles peinent à se constituer un réseau car elles manquent de temps. Sans diversité, les gens pensent et agissent de la même façon et la qualité des décisions n'est pas aussi bonne. Pour autant, certaines évolutions ont été constatées. Imposant la limite des 2 tiers par genre, la Constitution de 2010 a permis des progrès dans le secteur public. Le secteur privé, lui, reste à la traîne. Un reportage signé Sébastien Nemeth à Nairobi. Ludovica Aleda, je vous vois prendre beaucoup de notes pendant ce reportage. Il vous parle? Oui, sûrement, ça c'est vraiment intéressant et comme on a mentionné avant, il y a vraiment cette relation entre les différents droits qui est vraiment évident. Et ce qui est intéressant dans ce reportage ici, c'est vraiment la mention du fait qu'il y a plusieurs barrières qui empêchent les femmes et les filles à effectivement entendre leurs droits et à bénéficier de leurs droits. Ils sont des barrières qui sont souvent systémiques et structurelles, bien sûr liées aux normes sociales et culturelles, mais aussi il y a des barrières qui sont géographiques, on peut dire, qui sont effectivement, parce qu'il y a effectivement des situations très différentes entre, par exemple, le milieu urbain et rural. Et c'est vraiment fondamental de pouvoir considérer ce type de barrières, les barrières spécifiques, comme effectivement les autres invités aussi soulignaient, à niveau vraiment local. Et aussi, dans ces cadres-là, on doit considérer aussi qu'il y a des législations, parfois aussi des règlements qui sont discriminatoires elles-mêmes. Et parfois, même s'il y a des législations, les normes sociales néfastes ne permettent pas la mise en œuvre de ces lois et législations. Et bien sûr, ça c'est le cas dans les pays en développement, mais partout dans le monde aussi en France. Isabelle Guérin, on entendait dans ce reportage venant du Kenya ces difficultés que rencontrent les femmes depuis le plus jeune âge en fait. À cause d'un déficit scolaire, elles sont mises dans l'incapacité de progresser au niveau professionnel et de leur indépendance économique. Effectivement, la question de l'éducation est une question centrale. Néanmoins, quelques points. Dans les progrès qui sont faits et dont on se réjouit et dont il faut se réjouir,
On évoque souvent la question de l'accès à l'éducation qui a quand même énormément progressé dans tout un tas de pays du monde. Très bien. Ceci étant, de quel type d'éducation on parle, comment on mesure cette éducation, et surtout, je crois que c'était présent dans le reportage, l'éducation c'est une chose, mais ensuite il y a aussi tout un tas d'autres barrières qui sont présentes, notamment je pense par exemple à la création d'activités génératrices de revenus, à la création de petites entreprises qui, dans un très grand nombre de pays, le seul moyen de s'en sortir, notamment en zone urbaine. Vous n'allez pas être éduqué si vous n'avez pas des bons réseaux, si vous avec des fournisseurs, avec des clients, si vous n'avez pas des bons réseaux avec l'administration, pour éviter de vous faire évincer des trottoirs de rue, puisque c'est généralement le seul endroit où vous pouvez exposer votre petite activité. Le niveau d'éducation en soi ne suffit pas. Autre remarque, si dans un certain nombre de contextes, on éduque les femmes, mais surtout pour mieux les marier. Donc voilà, la question de l'éducation est effectivement absolument centrale, déterminante, mais encore une fois, on revient à la question systémique qui a déjà été mentionnée. Pris isolément, elle ne suffit pas. De quel type d'éducation parle-t-on? Et on peut aussi se prononcer sur le contenu de l'éducation qui, dans un grand nombre de cas, reste très sexiste, avec des stéréotypes qui sont véhiculés, où on continue de voir dans les manuels scolaires des femmes qui font la cuisine et des messieurs qui vont au travail. Voilà, oui, se réjouir des progrès d'éducation, mais bien avoir en tête que ça ne suffit pas et qu'il faut vraiment préciser de quel type d'éducation on parle. Stéphanie Treillet, dans vos écrits, dans les travaux que vous avez consacrés à cette question de l'accès aux femmes à l'indépendance économique, à l'autonomie économique, vous évoquez assez longuement les zones rurales et les difficultés auxquelles les femmes font accès pour ce qui est de l'attribution de terres, pour l'accès aux engrais, à tous les intrants. Comment fait-il que, sous prétexte qu'on soit une femme, on a moins accès à la propriété de la terre, moins accès aux engrais? Quel est le mécanisme qui fait qu'il y a cette injustice? Je crois qu'on a affaire à ce qu'Isabelle Guérin pointait dans son intervention immédiate tout à l'heure, à savoir un ensemble multiforme de discrimination, de retard dans l'accès aux droits, d'éléments de tradition, de religion parfois, qui empêchent effectivement les femmes d'être des citoyennes à part entière, même dans les pays où on a pu avoir une démocratisation relative des systèmes politiques depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Il y a un problème général de répartition foncière inégalitaire dans un grand nombre de pays en développement, particulièrement en Amérique latine, mais c'est vrai aussi des autres continents dans une certaine mesure. Mais il faut noter que, bon, je connais plus particulièrement l'Amérique latine, que dans les pays où ont eu lieu, à l'exception de Cuba, dans les pays où ont eu lieu des réformes agraires visant à rendre cette répartition foncière moins inégalitaire, comme le Mexique par exemple, au début du XXe siècle, eh bien les femmes ont été largement laissées à l'écart de cette répartition et plus encore de tous les programmes, je dirais, de modernisation rurale, d'accès effectivement à la formation, aux techniques, etc. Donc tout ça fait partie des barrières multiformes. Mais je voudrais pointer une chose, c'est l'ambiguïté, le caractère contradictoire des modalités, vous avez parlé tout à l'heure d'inclusion, des modalités d'inclusion de la question du genre dans le cadre des stratégies de lutte contre la pauvreté qui ont été lancées donc il y a une vingtaine d'années par les organisations internationales. Donc l'ambiguïté des modalités de cette inclusion, en particulier par les organisations financières et notamment la Banque mondiale, qui ont tendance à avoir pour les femmes le seul accès au marché comme la voie de sortie de la pauvreté, en ayant une approche uniquement, on pourrait dire, individualiste des modalités de sortie de la pauvreté pour les femmes, à telle enseigne que ce qui est mis en avant dans la lutte contre la pauvreté, pas seulement pour les femmes bien sûr,
eh bien, c'est l'idée d'inciter les plus pauvres à devenir autonomes, à s'en sortir par eux-mêmes, à créer leur activité, d'inciter les parents par toute une série de mécanismes d'aide, etc., à envoyer leurs enfants à l'école, indépendamment, comme le soulignait Isabelle Guérin, du plus ou moins bon fonctionnement du système éducatif résultant effectivement des réformes des dernières décennies. Donc on est vraiment sur cette question de l'incitation individuelle des plus pauvres à s'en sortir, ce qui fait partie du corpus théorique des organisations internationales et de leur conception de la pauvreté. Donc de ce point de vue-là, la question des inégalités sociales, la question du fonctionnement des services publics, la question des politiques économiques globales et d'une certaine façon aussi la question des normes traditionnelles de genre sont des questions qui sont laissées dans l'ombre par rapport à cette focalisation sur finalement les comportements individuels qui doivent, et par rapport à ça, l'idée que les femmes pourraient créer leur petite entreprise comme voie de sortie de la pauvreté, on l'a vu à travers toute la focalisation sur les programmes de microcrédit dont on voit maintenant un peu les effets pervers, mais Isabelle Guérin pourra en parler mieux que moi. Bien sûr, mais on va voir maintenant une illustration d'une certaine manière de vos propos, Stéphanie Treillet. En Inde, pays émergent dont la croissance et les opportunités d'emploi profitent encore majoritairement aux hommes, la nouvelle génération veut renverser cette tendance. Exemple à Bangalore, la Silicon Valley indienne, où une entrepreneuse a lancé une start-up de cosmétiques écolo entièrement produit par des femmes issues des milieux défavorisés. C'est un reportage Éco d'ici, Éco d'ailleurs, signé Combastin à Bangalore. L'élégant pavillon colonial de sa famille a survécu aux immeubles modernes qui poussent à Bangalore. C'est ici que Sahar Mansour, 28 ans, a installé les locaux de sa start-up Bare Necessities. Lancée en 2016, cette entreprise fabrique des cosmétiques écologiques en s'inspirant du mouvement Zéro déchet. Nous utilisons beaucoup d'ingrédients traditionnels indiens, du curcuma, du clou de girofle, de l'huile de noix, des pétales de rose. Nous proposons aussi des cosmétiques liquides en vrac. Les gens peuvent venir ici remplir leurs bouteilles directement. Nos savons sont emballés dans des feuilles de banane et tous les ingrédients sont imprimés sur du papier recyclé. Aujourd'hui, Bare Necessities vend ses produits dans de nombreuses boutiques en Inde et emploie 12 salariés. Avec une particularité, les ouvrières sont toutes des femmes issues de milieux défavorisés. L'une d'elles présente son travail. Je m'appelle Chabrine et je fais partie de l'équipe de production. J'ai commencé à travailler ici il y a un an en octobre. C'est dans ce hangar que nous fabriquons et emballons tous nos produits écologiques. Regardez par exemple des sels de bain, du baume pour les lèvres, du dentifrice en poudre. En ce moment, nous préparons des cosmétiques spéciaux pour la fête hindoue de Diwali. L'entrepreneuse Sahar Mansour est passée par Los Angeles et Oxford pour ses études et a travaillé auprès de l'OMS. Mais la cause de l'écologie et des femmes la pousse à entreprendre dans son pays. J'ai perdu mon père très jeune et j'ai été élevée par une mère célibataire. Alors que j'avais 8 ans, j'étais déjà choquée par le fait que les femmes n'avaient pas vraiment accès à l'emploi ici. Les seules que je voyais travailler étaient des femmes de ménage. J'ai donc toujours eu envie de créer de meilleures opportunités professionnelles pour les femmes. L'employé Chabrine Taj explique justement comment cet emploi a changé non seulement sa vie, mais celle de son entourage. J'ai 22 ans. Dans mon village natal, ma famille pensait que les femmes ne devraient pas travailler. J'ai été la première à avoir un vrai emploi. J'ai discuté avec mes parents et cela a fait évoluer leur mentalité. Aujourd'hui, toutes les femmes travaillent dans ma famille. Ma grande sœur, ma cousine, tout le monde. Même issue d'un milieu favorisé, même dans la dite Silicon Valley indienne, Sahar Mansour a dû elle aussi faire face à des préjugés sexistes lors de la croissance de son entreprise. Si vous travaillez dur, vous êtes récompensé. C'est la mentalité dans laquelle j'ai grandi. Mais en Inde, ce n'est pas comme ça que cela s'est passé à cause de mon sexe et de mon âge. Au départ, les investisseurs ne me prenaient pas au sérieux. L'écosystème entrepreneurial indien doit évoluer sur ce point. Moins d'une femme sur 3 travaille ou cherche un emploi en Inde, selon la Banque mondiale, un des taux les plus bas du monde. Avec d'autres, Sahar Mansour contribue aujourd'hui à faire bouger les lignes pour l'inclusion des femmes dans la vie économique. Un reportage Éco d'ici, Éco d'ailleurs, signé Combastin à Bangalore.
Isabelle Guérin, donc l'Inde, c'est votre terrain de recherche. Est-ce que cette entrepreneuse, est-ce que cette entreprise, est-ce que ces femmes qui s'en sortent grâce à un emploi et font taille d'huile en quelque sorte, incitent leurs proches et leurs parents à travailler, c'est un bon exemple de ce qui se passe dans ce pays? Bon, ça illustre ce que j'essayais de dire tout à l'heure, avec la nécessité de contraster des analyses globales avec des analyses locales. Donc là, on a un exemple d'initiative tout à fait stimulante et tout à fait intéressante. Après, il me semble que la question, c'est pas tellement de multiplier ces initiatives, mais c'est de voir véritablement dans quelle mesure elles sont porteuses de changements structurels. Je voudrais revenir sur 2-3 points qui me semblent essentiels à partir des différents reportages que vous nous avez fait entendre. La première question, c'est la dévalorisation, qui me semblait très forte dans l'expérience du Kenya. On a évoqué le fait que les taux de pauvreté avaient chuté, attention, principalement grâce à la Chine et l'Inde. C'est aussi en Chine et en Inde que vous avez le problème des femmes manquantes, qui persistent, voire qui se renforcent. C'est-à-dire qu'on continue de pratiquer de l'infanticide et de l'avortement sélectif. Il naît beaucoup moins de petites filles que de petits garçons. Donc ça incite à vraiment relativiser cette question du taux de pauvreté. On a vraiment un problème de dévalorisation des filles pour des raisons symboliques, culturelles et économiques, et tout ceci se renforce mutuellement. Se cumule. Se cumule. Et cette dévalorisation, elle me semble intrinsèquement liée à la question de la montée des inégalités. Quand vous avez une société qui est inégalitaire à différents niveaux, du niveau le plus local jusqu'au niveau global, cela crée des frustrations, cela crée des tensions diverses et variées, cela crée ce que certains ont pu appeler des crises de masculinité. Je crois qu'il ne faut pas oublier le fait que les hommes sont aussi extrêmement marginalisés dans le système néolibéral actuel. Et s'emparer du contrôle, inférioriser certaines catégories de population, dont les femmes, est un reflet de cette montée des inégalités qui crée aussi des crises d'identité et une volonté permanente d'inférioriser d'autres groupes, dont les femmes. Isabelle Guérin, je vais passer la parole à Ludovica Deda. Vous corroborez cette analyse que la montée des inégalités repousse les femmes dans encore plus d'injustice et moins de revenus? Oui, sûrement. Effectivement, c'est intéressant aussi toutes les réflexions qui ont été faites il y a vraiment avec une approche un peu plus globale et plus complète à ce type d'inégalité. Par exemple, de manière claire, on peut dire effectivement qu'investir, par exemple, dans l'entrepreneuriat de femmes est sûrement une chose positive, mais ça doit être fait effectivement avec une approche très claire des barrières spécifiques auxquelles elles font face, aux autres inégalités, etc. Parce que, bien sûr, on peut dire que prioriser les opportunités économiques des femmes permet d'avoir un impact sur la croissance économique, mais la raison principale pour prioriser effectivement les opportunités économiques des femmes doit être, en premier lieu, c'est une question de justice sociale. Parce que les organisations internationales, Stéphanie Treillet, insistent sur ce point-là. Promouvoir la situation économique des femmes, c'est permettre le développement des pays où elles vivent. Oui, mais justement, ce que je voulais pointer dans mes travaux, c'est qu'il y a deux façons de prendre la question. Soit on considère que l'autonomisation des femmes, leur accès à un statut plus égalitaire, a une valeur en tant que telle et souhaitable en tant que telle, de façon intrinsèque. Soit on considère, et c'est un petit peu la pente sur laquelle se situe, alors je voudrais faire un peu là, de ce point de vue-là une différence entre la Banque mondiale et des organisations du système des Nations Unies, comme le PNUD, qui est une approche un peu différente. Mais en ce qui concerne les organisations financières, et notamment la Banque mondiale, la pente peut être d'instrumentaliser ces progrès du seul point de vue on pourrait dire, de l'efficacité économique. C'est-à-dire du produit intérieur brut, de la macroéconomie. Oui, ça peut être le produit intérieur brut, mais je dirais que c'est principalement un fonctionnement plus efficace des marchés. Les discriminations trop importantes envers les femmes pouvant être considérées simplement comme des obstacles au bon fonctionnement des marchés. C'est-à-dire que c'est une variable économique.
Voilà, c'est la raison. Alors je ne dis pas que c'est négatif, je dis que ça a des effets contradictoires et que ça peut, disons, avoir pour corollaire une approche, disons, assez limitative des droits. Les organisations internationales hésitant, du coup, à s'engager trop avant dans les droits civils proprement dit, dans le droit des femmes à disposer de leur corps, dans l'affrontement avec les pouvoirs religieux, par exemple, au niveau des systèmes internationaux, des organisations, du moment que le fonctionnement économique serait assuré. Alors même que le caractère multidimensionnel, à la fois économique, social, culturel et symbolique, comme l'a dit Isabelle Guérin à propos de la dévalorisation des femmes, montre qu'au contraire, ces différentes dimensions ne devraient pas être dissociées et qu'il est nécessaire de les prendre globalement. Mais cela suppose un affrontement avec les pouvoirs en place. Je comprends parfaitement. Ludovica Aneda, on approche de la fin de cette émission. Est-ce que pour vous, la situation des femmes est une variable économique qui doit permettre d'accéder pour les nations où elles vivent au développement? Oui, sûrement, mais encore une fois, effectivement, avec cette approche globale qui prend en compte la relation avec les droits des femmes et les barrières qu'elles rencontrent à plusieurs niveaux, et encore une fois, parce que c'est vraiment une question de justice sociale. Isabelle Guérin, pour le mot de la fin, est-ce que le statut des femmes est simplement une variable économique ou est-ce que c'est beaucoup plus? C'est évidemment beaucoup plus. Moi, le problème fondamental, me semble-t-il, aujourd'hui, et dont il faut qu'on se